Alors, bonjour à tous. Notre audition a pour thème la technologie du solaire thermique. Monsieur Olivier Gaudin, vous êtes vice-président d'Enerplan, en charge du solaire thermique et président de l'entreprise Solisart. C'est ça? La France dispose d'un gisement favorable, même si le rendement énergétique varie selon la zone climatique. Les objectifs de la PPE qui s'achèvent n'ont pas été atteints et le projet de futur PPE note que c'est le marché du solaire thermique individuel qui a le plus reculé. Quel est le coût complet de la chaleur thermique dans l'individuel comparé aux autres équipements de chaleur à partir d'énergies renouvelables? Une baisse des coûts est-elle envisageable et à quel horizon? Quelle appréciation portez-vous sur la réglementation thermique et ses conséquences quant au choix des équipements? À quelles conditions les objectifs du projet de PPE à l'horizon 2023 sont-ils réalisables? Notamment installer chaque année environ 100 000 m² dans le bâtiment, dont la moitié dans l'individuel. Voici quelques questions que nous nous posons. Nous allons vous donner la parole très prochainement pour un exposé liminaire de 15 minutes maximum, suivi d'une séance de questions, avec tout d'abord Mme Meignier-Millefer, notre rapporteure. Mais avant que vous puissiez prendre la parole, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter le serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur Gaudin, veuillez s'il vous plaît allumer votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Merci. Est-ce que vous ne parlez vraisemblablement si. Alors dans ce cas-là, je vais vous demander d'allumer votre micro. Quel est votre nom, monsieur ? Très bien. Veuillez lever la main droite, monsieur Gréau. Pourquoi ça... Oui, veuillez lever la main droite, s'il vous plaît, et dire « je le jure ». Merci. Cette commission d'enquête ayant pris acte de votre serment, vous avez 15 minutes, il est 9h10, donc jusqu'à 9h25. Merci. Donc, nous avons prévu une présentation qui va se dérouler sur le rappel des enjeux énergétiques. Peut-être le mettre là, ça va être plus simple pour la gestion des débats. Ah non, j'étais contente d'avoir un micro qui pouvait bypasser les gens. Désolé, votre serment n'a pas été enregistré parce qu'on a déplacé le président. Et voilà. Alors, je suis désolé parce qu'il faut qu'on enregistre votre serment. Donc, veuillez, s'il vous plaît, lever la main droite, allumer votre micro et dire « je le jure ». Je le jure. Merci. Vous pouvez éteindre votre micro. Monsieur Gréau, veuillez lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Voilà. Donc, désormais, c'est officiel. Nous avons entendu votre serment, donc vous avez jusqu'à 9h26. Bonjour. Donc, pour répondre à vos questions, on a organisé la présentation sur l'état des lieux avec le rappel du mix énergétique et les objectifs. Et sur le solaire, toutes les réponses à vos questions. Déjà, pour bien comprendre les enjeux, un point important à rappeler, c'est que la majorité de nos consommations d'énergie, que ce soit la France ou l'Europe, c'est pour moitié la chaleur. Donc quand je dis la chaleur, c'est chauffage et eau chaude, tous les besoins de chaleur. L'électricité, ça ne représente qu'un quart et le transport, un autre quart. Et dans le neuf, dans la nouvelle RT, la chaleur, ça représente la quasi-totalité de nos besoins, puisque c'est essentiellement de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Autre point important à rappeler, c'est que en plus d'être la partie la plus énergivore de nos consommations, c'est aussi la plus émettrice de CO2, puisque le kilowattheure nucléaire, électrique est très nucléaire et donc très peu carboné. Donc tous nos enjeux en termes environnementaux portent sur le chauffage et l'eau chaude. Je ne vais pas rappeler les objectifs que vous connaissez mieux que nous, juste pour rappeler qu'en 2050, pour pouvoir contenir le réchauffement climatique à 2 degrés, il faut qu'on arrive à 0 émission nette de particules. Et la chaleur solaire est la meilleure solution pour y répondre. Toutes les autres solutions émettent des particules et consomment des ressources. Alors où en sommes-nous sur la chaleur solaire ? Eh bien, le marché a été en forte progression jusqu'en 2008, a baissé,
et reprogresse depuis 2018. Pour la France, ça suit à peu près la même courbe. Néanmoins, la progression est beaucoup plus, en France métropolitaine, est beaucoup plus faible, puisqu'elle est toujours stagnante. Et on voit que le marché du chauffage solaire reprogresse en 2018. Une autre solution thermique, qui est le PVT, c'est-à-dire le panneau photovoltaïque et thermique, qui permet d'avoir les deux fonctions en une, donc à la fois de produire de la chaleur et de l'électricité. En France, c'est plus de 440 000 m² installés en 2018. Donc c'est très important, on a souvent tendance à l'oublier, mais c'est 3 fois plus que le solaire thermique. Et autre point intéressant et important, c'est que la France est le leader mondial. C'est le plus gros marché, devant les Chinois, devant les Allemands. On a les industriels qui sont en France. Alors, les raisons de cet état des lieux sont en partie internes et en grosse partie externes. Ce qui concerne la filière, une des grosses problématiques qu'elle a eu à gérer, c'est l'amélioration de sa qualité, qui était de l'ordre de 66% sur la pose en 2007. Et c'est la filière qui a fait le plus de progrès en 10 ans. Et aujourd'hui, elle est devenue la filière d'excellence avec les meilleures qualités d'installation. Et pour bien comprendre aussi cette baisse d'activité, il faut savoir que c'est un des investissements les plus élevés et on verra ce que ça entraîne comme conséquence. L'autre partie des raisons, c'est la non-équité des aides. Le crédit d'impôt n'est pas le même pour toutes les ENR. Il intègre la pose, par exemple, pour l'isolation des parois opaques, l'isolation par l'extérieur, l'ITE, et aussi pour les capteurs des pompes géothermiques des pompes à chaleur, mais pas sur la pose des capteurs solaires. Le coup de pouce C2E, le solaire thermique n'en bénéficie quasiment pas, puisqu'il bénéficie que du différentiel entre le remplacement de la chaudière, qui est le point d'entrée du coup de pouce. Et donc, lorsqu'on met par exemple une pompe à chaleur ou une chaudière granulée pour remplacer, eh bien, le solaire ne bénéficie pas du coup de pouce, alors que de l'isolation bénéficie à chaque fois. L'aide pour améliorer la qualité de l'air, là encore, le solaire n'en bénéficie pas, alors qu'il y a des aides sur l'air bois, par exemple, pour réduire les émissions de particules. Ça, c'est un point extrêmement important qui ne paraît pas, mais les pics de pollution sont essentiellement l'hiver et essentiellement liés au chauffage. Le chauffage et l'eau chaude représentent autant de pollution que le transport, sauf qu'ils sont concentrés sur l'hiver. Et donc en hiver, la première cause de pollution en France, à Paris, c'est le chauffage et l'eau chaude, c'est pas le transport. Vous parlez bien des particules fines pour la pollution. Oui. Le crédit d'impôt qui est passé de 15%, qui est passé à 15% en 2014, ou 25% avec un bouquet de travaux. Alors pourquoi ça fait particulièrement mal au solaire thermique? Parce que comme c'est fait partie des investissements les plus importants des ENR, eh bien, sur un gros investissement, devoir rajouter un deuxième travail pour bénéficier de 25% de crédit d'impôt, eh bien, ça a tout simplement tué le solaire thermique, qui ne bénéficiait que de 15%, là où toutes les autres étaient bonifiées de 10%. Autre point important à bien comprendre, c'est des aides sur d'autres énergies qui pouvaient avoir un prix garanti, comme le photovoltaïque, malgré les recommandations d'Enerplan de ne pas baisser pour créer cette bulle. Il faut rappeler que dans l'histoire, eh bien, entre 2008 et 2016, le prix du fuel, le prix du pétrole a été divisé par 3. Donc, cette ENR qui n'avait pas de prix garanti et qui a vu sa compétitivité baisser à cause de la baisse du prix de l'énergie, a en été doublement pénalisée.
Il y a eu aussi le droit à surconsommer sur les bâtiments neufs, donc la nouvelle RT 2012, où l'on voit le graphique à droite qui montre que ça a eu un arrêt net sur le solaire thermique, parce que moins d'économie d'énergie, il n'y a plus besoin de mettre du solaire. La pénalisation dans le moteur de calcul de la RT 2012 et l'absence de communication de la puissance publique sur le solaire thermique. Alors, qu'est-ce qui a changé en 10 ans et qui va répondre à votre question sur la compétitivité de l'énergie? Eh bien, en 10 ans, le prix de l'énergie en moyenne a augmenté de 30%. Et comme le coût du kilowattheure solaire est de zéro, eh bien, ça a augmenté d'autant sa compétitivité. Les innovations, le solaire thermique a énormément progressé. On peut citer les gains de performance jusqu'à 20% sur les chauffages solaires, par exemple, qui améliorent d'autant la rentabilité. Et des gains aussi technologiques qui permettent d'avoir des mêmes performances sur radiateur que plancher. Il y a aussi des gains en fiabilité, que ce soit la gestion des excédents d'énergie, des solutions connectées avec autodiagnostic, et la filière qui a énormément progressé grâce à des nouvelles formations, des outils, dont on a vu les résultats sur les audits d'installation. Donc le solaire thermique, en 10 ans, a vu sa compétitivité s'améliorer de 30%, sa fiabilité et sa durabilité. C'est devenu aujourd'hui là où une des solutions les plus compétitive, et comme elle n'émet aucune particule, une des plus vertueuses. Le solaire thermique, c'est quoi? C'est aussi l'énergie la plus appréciée des Français. Vous retrouvez les sources de tout ce que je dis là dans les annexes un peu plus bas. Je vous laisserai la présentation. C'est aussi une solution qui améliore la balance commerciale. Il faut savoir que la France est productrice nette et exportatrice nette. C'est-à-dire qu'on a des industries en France, et donc, on exporte plus que ce que l'on importe. Ça améliore donc l'indépendance énergétique des Français, puisque ça réduit les importations énergétiques. Ça ne consomme pas de ressources, n'émet pas de particules, réduit les émissions de CO2, idéal pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est aussi la filière qui a le moins de soutien de la puissance publique, avec moins de 10 millions d'euros, qui a le plus gros potentiel de création d'emplois en France, d'Europe, pour une raison toute simple, c'est que 100% de la production est en France, puisqu'on est exportateur, et de la pose. Les autres intérêts pour la France, c'est qu'on a tout pour devenir un leader européen et mondial. Pourquoi? Parce que l'intérêt pour le gouvernement, c'est que 1 euro d'aide en rapporte 2 à 4, puis grâce au fait que toute la production est en France et la pose. Ça améliore la balance commerciale, c'est créateur d'emplois qualifiés en France. Notre indépendance énergétique, notre amélioration sur l'environnement, et aussi un des points importants à bien comprendre, c'est dans le potentiel d'évolution et de la sécurisation des emplois en France, c'est que le solaire thermique est une solution qui se transporte très mal. C'est-à-dire que ça ne viendra jamais de Chine, parce qu'un ballon, on transporte beaucoup d'air. Et donc, ce sont des produits ou un capteur solaire pareil, c'est beaucoup d'air. Et donc, ces produits qui se transportent très mal par conteneur. La France a aussi des industriels de premier rang. On a un des leaders européens industrie, on a le leader en performance, et on a le 3e centre de R&D au monde, l'INES. Pour répondre à la compétitivité de la chaleur solaire, vous avez ici le coût complet, donc qui inclut tout, l'investissement, l'entretien, le coût du kilowattheure. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est une solution qui permet de réduire les charges sur 20 ans, donc de gagner en pouvoir d'achat. Autre point intéressant, par exemple, de la chaleur solaire, c'est que c'est la même compétitivité du sud au nord de la France, ce qui n'est pas le cas en eau chaude solaire ou en photovoltaïque, où ça baisse au fur et à mesure où on se rapporte dans le nord. Ce sont des économies qui peuvent aller jusqu'à 70%, donc des économies très importantes. Avec l'éco prêt à taux zéro, l'énorme avantage du solaire, c'est comme son coût de l'énergie est de zéro, eh bien on est sur des rentabilités qui sont très bonnes. Et donc ça permet de générer un gain de pouvoir d'achat
dès la première année. C'est-à-dire que l'économie financière est supérieure au remboursement de l'emprunt. Sur l'eau chaude collective, ici, vous retrouvez le coût du kilowattheure, le coût donc complet, investissement compris, charges, entretien compris, et on voit que l'eau chaude collective est moins chère que de rester avec sa chaudière gaz sans rien faire. Donc tout ça c'est sourcé, hein, c'est études sourcées ICAR, cofinancées avec l'ADEME et Enerplan. Ce qui est intéressant, c'est qu'à nouveau, c'est vrai partout en France. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Et l'augmentation du prix de l'énergie change complètement la donne. Donc aujourd'hui, le solaire est compétitif partout en France. Les recommandations d'Enerplan, comme le rappelle et le suggère la Cour des comptes, il y a un rééquilibrage nécessaire en faveur du solaire thermique. Dans les recommandations, une équité des aides. Parce qu'aujourd'hui, c'est le premier frein au développement du solaire thermique. Donc d'inclure d'abord voilà, les mêmes aides sur la chaleur solaire que les autres ENR. Ne pas exclure, comme sur la proposition d'évolution, les Français aux revenus du 9e et 10e décile, comme c'est proposé. Nous sommes très inquiets par cette proposition parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que comme c'est un des budgets les plus élevés dans les ENR, eh bien, aujourd'hui, ce sont la plupart du temps les cadres qui investissent dans le solaire. Et donc, supprimer l'aide aux cadres, ça revient à supprimer la moitié du marché existant. Donc ce serait une grosse chute du développement des ENR solaires. Le coup de pouce C2E, ce serait de le déplacer dans la catégorie isolation comme en bénéficie l'isolation, c'est-à-dire que la chaleur solaire bénéficie systématiquement du coup de pouce C2E, comme l'isolation des parois opaques. Créer un air solaire, une aide, donc pour améliorer la qualité de l'air. Aujourd'hui en France, on a beaucoup de villes, dont Paris, Grenoble, et on peut en citer plein, qui souffrent de la pollution de l'air. Maintenir les aides sur la chaleur produite par le photovoltaïque hybride, donc chaleur et électricité, qui sont fortement baissées dans la nouvelle proposition 2020, voire supprimées pour le vecteur R. Une communication de la puissance publique sur le solaire thermique, parce qu'aujourd'hui, c'est essentiellement le photovoltaïque qui bénéficie de communication. Valoriser correctement le chauffage solaire dans le moteur de calcul. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il est pénalisé par un rapport de 2. Supprimer le droit à surconsommer de l'ART 2012 de 15% dans les bâtiments neufs. Et vous retrouvez donc les sources de tout ce que je vous ai dit donc, en annexe. Donc le solaire thermique, c'est l'ENR la plus appréciée des Français, devant les pompes à chaleur, devant les autres. La création d'emplois industriels, la France est exportatrice nette. C'est le plus gros potentiel de développement et de création d'emplois d'Europe. Et le solaire thermique a un potentiel supplémentaire de réduction du prix d'environ 30% fourni posé grâce à l'effet volume, comme c'est le cas en Allemagne. Oh, vous avez terminé ? Bien, donc nous allons passer aux questions. Madame le rapporteur. Merci. Merci, M. Godin, pour vos explications. Nous avions eu l'occasion de venir visiter en Savoie à la fois l'INES, votre entreprise, et un certain nombre de choses. J'avais invité les collègues de la commission à venir participer à ça. Et donc, c'est vrai que j'avais envie que vous puissiez venir expliquer ce que vous nous aviez expliqué là-bas, parce que ça me paraissait être un angle qui avait été un peu oublié dans le cadre des ENR. Voilà. Donc, je suis très contente que vous puissiez être là. Je voudrais que vous puissiez m'expliquer tous les chiffres que vous donnez là. Est-ce qu'ils sont confirmés par des tiers qui sont neutres? C'est-à-dire que là, vous êtes vous représentant d'une entreprise, de votre voilà. Qu'est-ce qui nous dit?
tant que représentant d'Enerplan, hein, là je ne défends pas une entreprise. Je défends toutes les industries de la filière. J'entends bien, mais du coup, comme n'importe quel représentant de n'importe quelle filière, vous défendez votre filière, ce qui s'entend. Mais ce que je me demande, c'est est-ce que vous avez des rapports externes qui ont corroboré ce que vous présentez là? Parce que vous disiez que vous aviez des chiffres annexes, des choses qui étaient vérifiées. Est-ce que vous pouvez expliquer les sources qui ont parlé du solaire thermique et de ce que ces sources-là en ont dit? Alors, tout à fait. Hein, donc, vous remarquerez qu'on a pris essentiellement des sources qui venaient du gouvernement. Donc, alors bon, ça c'est un baromètre de qualité NR, effectivement, mais ça, ce sont les chiffres ADEME. Ici, ce sont les chiffres de l'ESTIF. Excusez-moi, vous pouvez revenir sur avant? Pourquoi ça s'arrête en 2012? Parce que je n'ai pas réactualisé, mais on peut regarder et réactualiser les chiffres. Continuez. Oui, parce que c'est pas la même chose. Oui, mais c'est vrai encore aujourd'hui. Hein. Si c'est ça la question, donc c'est toujours vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des très belles usines en France. On a l'usine de Wiesmann qui est basée à Folquemont, donc en France. Et bon, il y en a plein d'autres, hein, donc je ne vais pas tous les citer, mais on a aujourd'hui l'outil industriel, les emplois qui sont en France. Est-ce que la Cour des comptes, notamment, a parlé ou pas du solaire thermique et pour en dire quoi? Donc j'ai mis dans la Cour des comptes, là, normalement j'ai mis le lien. Voilà. Donc la Cour des comptes a parlé d'un recentrage des aides sur le solaire thermique parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le solaire thermique, c'est l'avenir en fait des ENR parce que toutes les autres solutions, que ce soit les pompes à chaleur, les chaudières granules, donc l'électricité, il a pris 38% et on voit il continue à augmenter cette année et il va continuer à augmenter. Parce qu'à force de rajouter des pompes à chaleur l'hiver, eh bien on vient sur un réseau qui est déjà saturé, qui importe son électricité. Donc aujourd'hui, hein, c'est de l'électricité qui vient d'Allemagne. Et donc c'est de l'électricité très carbonée. Et c'est aussi des centrales qui vont marcher que 2 mois dans l'année, ou 1 mois, ou 3 mois. Et donc, ça va multiplier le coût du kilowattheure, parce qu'il va falloir garder sous cocon des centrales qui vont marcher quelques mois dans l'année. Et donc ça va recréer ce qu'on a connu par le passé avec les forfaits rouges style JP, des coûts de chauffage très importants en période rouge, c'est-à-dire en période où il fait très froid. Et donc, on voit bien que tous ces coûts, même le granulé, il a pris 25%. Donc aujourd'hui, toutes les solutions qui consomment des ressources vont voir leur prix augmenter. Et donc, en ça, le solaire thermique est vraiment l'avenir des ENR parce que c'est la seule qui ne consomme plus de ressources. Alors effectivement, ça a un inconvénient, c'est que c'est la solution qui représente l'investissement le plus élevé. C'est-à-dire que pour arriver à faire zéro consommation, zéro émission de particules, il faut investir un peu plus que les autres. Donc même si elle est plus vertueuse, plus rentable que les autres solutions, elle a ce talon d'Achille qui nécessite un investissement un petit peu plus élevé que les autres. Et c'est pour ça que j'attire l'attention de la puissance publique sur ne pas limiter les aides comme ça a été fait par le passé, où on a vu l'écroulement du marché, à l'exclure aux revenus cadres, ce serait la tuer. Et de vraiment prendre en compte cette spécificité. Un investissement plus élevé peut s'entendre si on est dans une durée d'exploitation qui est suffisamment longue. C'est combien de temps en fait ça dure? Quand on installe des panneaux photovoltaïques, on a quelle durée? Quand on installe des panneaux solaires thermiques, c'est quoi comme durée? Quels sont les coûts de maintenance, quels sont les coûts de déconstruction si on veut se débarrasser d'un outil qui ne marche plus. Enfin, on a essayé de voir avec par exemple les éoliennes, le coût de l'installation, le coût du démantèlement, voir s'il y avait effectivement un retraitement des déchets. Quelle est la situation pour la filière solaire thermique? Alors, la filière solaire thermique est certainement la filière la plus vertueuse sur son coût de construction, déconstruction et son énergie grise. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des produits de très grande durabilité.
En solaire thermique, on parle, un capteur solaire, vous en avez certainement vu autour de vous, ça dure 30 ans et plus. Et donc, on est vraiment sur une filière très durable. Tout est recyclable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de métaux lourds, il n'y a pas de produits collés qu'il faudrait séparer. Un capteur solaire, c'est une vitre séparée d'une lame d'air, une plaque d'aluminium ou de cuivre, un tube cuivre et de l'isolant. Donc tout est séparable et recyclable. Donc on est sur un produit extrêmement vertueux. En termes d'énergie grise, il coûte à peu près le même coût énergétique en énergie grise qu'une pompe à chaleur, que des panneaux photovoltaïques. Par contre, son énorme avantage, c'est sa durée de vie. C'est que autant sur des produits, le fait qu'elle soit 2 fois plus durable que d'autres solutions, et le fait, en fait déjà qu'au niveau énergie grise, au niveau rentabilité énergétique, eh bien c'est la meilleure. Mais il y a aussi le fait qu'on économise beaucoup de CO2. C'est-à-dire que quand on met une solution électrique, où on va économiser très peu de carbone, parce que l'électricité en France est très peu carbonée, eh bien, en chaleur solaire, on économise beaucoup de gaz, de fuel, ça peut aussi être de l'électricité, mais aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que c'est beaucoup de fuel et de gaz. Et du coup, c'est des énergies très carbonées. Et ce qui en fait, au niveau environnement, la meilleure solution environnementale. Coupez la parole à votre parlementaire. Oui, c'est un boycott. Pardon, j'étais en train de me dire... La Greta Thunberg du... C'est ça. Et oui, tu veux militer, tu veux mettre un t-shirt. Pardon. Donc la zone géographique, pour installer du solaire thermique, est-ce qu'on peut le faire partout? Vous disiez qu'a priori en Allemagne on peut, donc on a l'air de se dire que bon, si en Allemagne ça a l'air de se mettre partout, ça peut se mettre partout peut-être en France, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que les performances sont différentes en fonction des zones géographiques? Donc, alors pour compléter juste sur votre question précédente sur la maintenance, la durée, donc tout est montré ici, hein, ça inclut la maintenance et la durée. Donc par rapport à la question sur la maintenance, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le solaire thermique, il nécessite très peu de maintenance, parce qu'un capteur thermique n'a pas besoin d'être nettoyé, et comme il n'y a pas de pièces mécaniques en mouvement, il nécessite très peu de maintenance. C'est ce qui en fait une solution des plus compétitives. Concernant l'intérêt en fonction de la zone géographique, donc là il y a deux technologies hein, dans le solaire. Il y a le photovoltaïque qui voit sa productivité baisser au fur et à mesure où on se déplace vers le nord, et il y a le solaire thermique. Dans le thermique, l'eau chaude va avoir un comportement un petit peu différent du chauffage, parce que l'eau chaude voit aussi sa productivité baisser en allant vers le nord avec la baisse de l'ensoleillement. Par contre, le chauffage, non. Le chauffage garde son même intérêt de Marseille à Lille, et même en Allemagne. Ce qui explique qu'en Allemagne, il s'en fasse autant, hein, il se fait 100 fois plus de chauffage solaire en Allemagne qu'en France. Parce que le chauffage solaire représente l'énorme intérêt, c'est que la baisse d'ensoleillement est compensée par une augmentation de la période de chauffage, et donc du temps de marche des capteurs. Et ce qui fait qu'on a la même production d'énergie au mètre carré partout en France. Et donc ça le rend extrêmement intéressant. L'autre chose à savoir sur cette technologie peu connue, c'est que, enfin moins connue, c'est que en plus c'est une des solutions les plus rentables, parce que le prix posé baisse avec la surface, et donc lorsqu'on parle en chauffage solaire, eh bien on a des rentabilités améliorées, et donc une compétitivité améliorée. Et par rapport à nos enjeux environnementaux, on a vu la moitié de nos besoins, c'est le chauffage et l'eau chaude. Et dans ce chauffage et l'eau chaude, le post-chauffage représente 80% de nos besoins.
Donc le chauffage solaire est vraiment la meilleure solution puisqu'il peut couvrir le gros de nos besoins, chauffage et eau chaude, et donc est de façon très compétitive. Je voudrais savoir aussi sur la question du... parce que vous couplez, vous proposez de coupler le solaire thermique avec du solaire photovoltaïque. Est-ce que les durées de vie sont similaires? Est-ce que les deux fonctionnent bien ensemble? Est-ce que, quelle est la meilleure installation? C'est mieux du solaire thermique seul? Est-ce que c'est mieux du solaire thermique et du photovoltaïque? Comment ça se passe? Ou est-ce que ça se combine mieux avec le gaz? Vous parliez de gaz tout à l'heure, éventuellement du gaz renouvelable. Parce qu'il y a toujours besoin d'un appoint, je crois, sur le solaire thermique. Alors, il y a plusieurs questions dedans. Donc, par rapport à la mixité des solutions, il ne faut pas oublier que la solution finale, ce sera une mixité de solutions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je mets tout sur le thermique, ou tout sur le photovoltaïque, ou tout sur l'hybride. Si on raisonne d'un point de vue électrique, c'est la mixité des solutions qui est pertinente. C'est-à-dire que si on raisonne à l'échelle que photovoltaïque, c'est pas intéressant, que éolien, c'est pas intéressant. Par contre, si on mixe les deux solutions, on arrive à une solution intéressante parce qu'on arrive avec des productions d'énergie qui sont constantes à l'échelle de la semaine. Et du coup, on peut envisager des solutions 100% renouvelables à des prix compétitifs, c'est-à-dire similaires au nucléaire. Et il y a le rapport de l'ADEME là-dessus. Sur la partie chaleur, c'est pareil. C'est-à-dire que ce ne sera pas 100% thermique, ce sera une mixité de solutions qui fera la solution d'avenir. Pour l'hybride, en fait, a un marché très spécifique. Et donc, il est très pertinent dans cette niche de marché qui est la sienne. Donc, quand on travaille à basse température, donc tout ce qui sollicite de la basse température est intéressant pour l'hybride. Et de la basse température, même l'été. Ça peut être très bien, par exemple, pour chauffer des piscines municipales. Ça peut être très bien pour préchauffer l'eau chaude quand il y a beaucoup de consommation l'été. Donc ça, c'est un secteur qui est très pertinent pour l'hybride. Mais il ne faut pas vouloir lui faire autre chose parce que là, les performances seraient différentes et là, le solaire thermique ou d'autres solutions seraient plus adaptées. Une question encore sur la question de la réversibilité, parce que quand on était allé à l'INES, il y avait la possibilité de passer du chaud au froid, c'est-à-dire passer du solaire thermique à la climatisation. Là, en ce moment, il fait très chaud. Et du coup, la question, c'est est-ce que le solaire thermique qui produit de la chaleur peut aussi produire du froid ? Et deuxième question inclue dans la première, est-ce qu'on peut stocker dans le chaud ou dans le froid? Est-ce que ça, c'est par exemple, si j'ai besoin d'eau chaude la nuit, est-ce que, il n'y a plus de soleil, comment ça se passe? Donc le solaire thermique est très vertueux par rapport à toutes les autres ENR parce qu'il intègre le stockage. C'est-à-dire qu'on a des ballons qui permettent de stocker la chaleur pour passer en autonomie le soir, la nuit, voire les jours suivants. Et donc on sait stocker cette chaleur pour l'eau chaude ou pour le chauffage. Avec zéro impact environnemental puisque c'est dans de l'eau, donc il n'y a pas de problématique de batterie ou de choses qui fait comme l'électricité où on ne sait pas le stocker. Donc le solaire thermique c'est stocké. Il peut même servir à stabiliser le réseau électrique. C'est-à-dire que si on rajoute par exemple des centrales nucléaires, on va avoir un excédent de puissance la nuit qui peut être stocké dans les ballons d'eau chaude en solaire thermique. Donc il est extrêmement vertueux parce qu'il intègre le stockage. Sur le froid solaire, ce qui est intéressant dans la chaleur solaire déjà, c'est que comme pour chauffer par exemple l'eau chaude l'été, plutôt que ce soit fait par une chaudière, on va prendre de la chaleur qui nous arrive du soleil. Et donc déjà, ça prend des calories de l'extérieur. Donc déjà, ça le refroidit, il fera moins chaud. Si dans une ville, elle est couverte de panneaux solaires, c'est un peu comme si une ville, elle était sous des arbres. C'est-à-dire que, un peu comme un arbre, un capteur solaire, il va capter cette énergie, la transformer. Et du coup, déjà, il ferait moins froid dans des villes si les toits étaient couverts.
Ensuite, on peut produire du froid à partir de la chaleur. Et donc là, on parle de froid solaire. Cela peut être fait de deux façons. Soit par les mêmes réfrigérateurs qu'il y avait dans les campings, où on avait un petit chaudière gaz qui chauffait d'un côté, et puis ça faisait du froid de l'autre. Donc ça, c'est le même principe. Donc on peut faire du froid à partir de la chaleur, et ça marche très bien, puisque quand il y a besoin de climatiser, c'est que souvent, c'est qu'il y a du soleil. Et donc ça, c'est une solution qui est directe, et il y a une solution indirecte, c'est qu'on peut aussi produire de l'électricité par des moteurs Stirling, des ORC, c'est-à-dire que cette chaleur, on va chauffer un fluide qui va vaporiser, entraîner une turbine, donc les ORC, c'est les centrales nucléaires, c'est toutes les centrales thermiques, c'est ça. Cette vaporisation d'eau, ou du fluide, va entraîner une turbine et générer de l'électricité. On peut faire la même chose en solaire, et cette électricité peut alimenter une pompe à chaleur. Et donc, aujourd'hui, le solaire thermique permet de traiter ce poste-là. Pour arriver à des solutions compétitives, par contre, il faut un marché. On a vu, il y a un potentiel, si le marché était aussi gros qu'en Allemagne, on aurait un potentiel de baisse déjà de 30% sur le prix posé. Et donc, il faut créer ce marché. Donc, il faut créer une dynamique sur la chaleur solaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous avez dit sur la RT 2012 et la manière dont vous avez dit que ça avait eu un pic, ça avait cassé le solaire, parce que vous avez dit qu'il y avait moins besoin d'économie d'énergie. Alors là, je n'ai pas compris. Et deuxième élément, on parlera ensuite de la question du CITE. Donc, les professionnels en collectif ont demandé une dérogation pour ne pas appliquer tout de suite la RT 2012 et donc avoir un droit à surconsommer de 15%. C'est-à-dire qu'au lieu de respecter la RT 2012, donc 50 kWh par mètre carré par an, eh bien on consomme 15% de plus qu'un collectif en BBC, par exemple. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, cette augmentation de la consommation fait qu'il n'y a plus eu besoin de faire d'économies supplémentaires. Et donc, ça a exclu le solaire thermique de l'ART, comme on le voit. Donc, depuis l'installation de l'ART, le solaire thermique a baissé d'environ 30% par an. Si je peux juste compléter, effectivement. En fait, l'idée, c'est simplement que des bâtiments neufs performants en logement collectif, à 57,5 kWh par mètre carré par an, on sait les faire uniquement avec de l'isolation passive et du chauffage traditionnel. Et donc, on n'a pas eu besoin d'aller recourir à des ENR supplémentaires, et notamment du solaire thermique, pour passer ce cap et aller chercher ces derniers kilowattheures par mètre carré par an qui étaient a priori inclus dans la RT 2012. Parce que le chiffre théorique à atteindre pour le logement collectif dans la RT 2012, c'est 50, mais cette dérogation qui a eu lieu, qui a été demandée dès le début de l'application de la RT 2012 et qui s'est poursuivie encore jusqu'à maintenant, elle a été prorogée l'année passée pour 2 ans, et donc jusqu'à la fin de vie de cette RT 2012, on aura eu des constructions de logements collectifs qui n'auront jamais respecté le 50 kWh par mètre carré par an, et qui auront toujours bénéficié de cette dérogation. Et c'est mécaniquement, en fait, par le procédé de construction aujourd'hui qui est celui du logement collectif, que ça a donné une absence de besoin de solaire thermique pour atteindre cet objectif. Et je rajouterais que ça a eu une conséquence très néfaste sur le pouvoir d'achat des Français, notamment bailleurs sociaux, parce que sur 10 ans, mettre du solaire thermique, c'est rentable. C'est-à-dire qu'on le fait dans le neuf, le différentiel d'investissement en fait est faible, et avec l'économie d'énergie, on aurait permis de gagner en pouvoir d'achat. C'est-à-dire que ça coûte moins cher sur 10 ans de rajouter du solaire que de ne pas en mettre. Parce que le prix de l'énergie, il faut le payer plein but. Et du coup, c'est une des raisons des Gilets jaunes aujourd'hui, c'est que ces droits à surconsommer a fait extrêmement mal au pouvoir d'achat des Français.
Avant qu'on parle du CITE, quelle est la raison pour laquelle vous disiez on a un facteur 2 et il faut réviser dans le mode de calcul de la RT 2012? Est-ce que ça a un rapport avec le coefficient de énergie primaire, énergie finale? C'est ça, quand vous dites le facteur 2, c'est quoi le... Je n'ai pas compris. Le facteur 2 vient du moteur de calcul lui-même, c'est-à-dire que l'économie par mètre carré calculée par le moteur de calcul est 2 fois plus faible en chauffage solaire que la réalité. Ce qui fait que dès l'instauration de l'ERT 2012, dans le neuf, c'est devenu impossible ou extrêmement difficile de mettre du solaire. Et donc le marché du solaire thermique s'est écroulé avec l'arrivée de la RT 2012. Bon. Est-ce que sur le CITE, vous avez dit que les bouquets de travaux avaient tué les investissements élevés? C'était dans vos slides. Est-ce que selon vous, premièrement, donc il y avait l'histoire de 2014, vous étiez passé d'un bouquet de travaux à 25%. Ça a encore cours? Non, ça a été corrigé. Il y a eu 2 années comme ça, avec ce bouquet de travaux. Ça a fait énormément de mal au solaire et donc la puissance publique est revenue en arrière. Donc là maintenant, le solaire thermique a droit à quoi dans les crédits d'impôt en fait? C'est quoi les règles? Donc aujourd'hui, le solaire thermique a le droit à 30% de crédit d'impôt sur la pose. Sur la fourniture, excusez-moi, mais pas sur la pose, malheureusement, comme en bénéficie par exemple l'isolation des parois opaques, donc l'isolation par l'extérieur, ou les capteurs au sol des pompes à chaleur géothermiques. Donc là encore, il y a une distorsion, une non-équité des aides sur le solaire thermique. Sur le CITE, vous disiez que sortir les 9e et 10e déciles du droit au CITE aurait un impact désastreux sur des investissements lourds de rénovation ou d'installation de votre ENR. Est-ce que vous pensez que c'est vrai sur d'autres secteurs, c'est-à-dire d'autres activités, d'autres filières? Est-ce que vous pensez que les 50%, ça se retrouve dans d'autres filières? C'est-à-dire c'est les 50% de l'activité de rénovation, elle est faite par le 9e et 10e décile en général. Est-ce que c'est le cas? Et la question d'après, c'était... si on l'enlève, effectivement, vous ne pensez pas qu'il y a un côté levier qui serait maintenu de toute façon? Parce qu'en fait, ce qu'on dit sur le CITE, c'est que c'est beaucoup d'opportunisme de la part des gens qui feraient les travaux de toute façon et qui bénéficient de ça, alors qu'en plus, vous voyez ce que je veux dire? Déjà, le 9e et 10e décile, ils ont les moyens. Donc, ils le feront bien sans, en fait. C'est ça un peu la réflexion. Vous, c'est pas votre impression? Alors, non, c'est pas du tout l'impression pour la chaleur solaire. Pour autant, c'est vrai pour, par exemple, les fenêtres. Où là, les études ont montré que le changement d'une fenêtre, il se faisait parce qu'elle était en fin de vie. Et donc, qu'il y ait des aides ou pas, de toute façon, il aurait fallu changer la fenêtre. Donc là, il y a un effet, effectivement, d'aubaine, d'opportuniste. Sur le solaire thermique, sur les pompes à chaleur géothermie, par exemple, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'en mettre. Alors que changer sa fenêtre, si elle est morte, on est obligé. Et du coup, comme dans ces deux solutions-là, c'est un investissement qui est important, s'il n'y a pas une incitation de l'État, s'il n'y a pas une incitation de la puissance publique, ça ne se fera pas. Ensuite, pour le 9e et 10e décile, pourquoi c'est important de le préserver? Alors, c'est important déjà pour d'autres filières, comme les pompes à chaleur géothermiques, qui par rapport à l'aérothermie, ont un investissement plus élevé aussi, mais qui ont aussi plus de vertus, c'est-à-dire qu'au creux de l'hiver, quand il fait très froid, comme elles prennent la chaleur dans le sol, leur coefficient de performance reste bon pendant les pics de froid.
et donc ne vient pas rajouter des surconsommations électriques, enfin des pics d'appel de puissance, comme c'est le cas pour le photovoltaïque, pour les pompes à chaleur aérothermiques. Et du coup, dans les autres ENR où ça ferait très mal, eh bien, je pense qu'il faut préserver les pompes à chaleur géothermie, il faut préserver l'isolation par l'extérieur, où là aussi on est sur des gros investissements, la chaleur solaire. Alors, il y en a peut-être d'autres auxquels je n'ai pas pensé, là, dans la réunion, mais en tout cas, ces trois-là sont très vertueuses et méritent de ne pas pénaliser, réduire par deux leur marché. Si je peux juste préciser, cette question de sortir les 9e et 10e déciles, en fait, elle est issue d'un engagement du gouvernement qui a déjà 1 an et demi, je crois, qui est de transformer le CITE en prime pour éviter qu'il soit versé en déduction d'impôt à N+1 et qu'il soit versé au moment des travaux. Ce qui est par ailleurs une solution vertueuse, notamment pour déclencher les travaux. Et donc, on a reçu hier, et c'est aussi pour ça qu'on l'évoque aujourd'hui, une proposition des ministères concernés pour cette transformation qui viendra au PLF pour 2020 et qui doit être concertée par ailleurs en plein cœur de l'été. On nous demande de répondre avant le 23 août sur cette question, ce qui évidemment pose question par ailleurs sur la complexité du sujet. Et donc dans la proposition, il y a effectivement une aide dégressive en fonction des revenus, mais qui sur les 9e et 10e déciles est aujourd'hui positionnée à 0. Voilà. Et c'est ça qui nous pose question aujourd'hui pour les technologies évoquées à l'instant par Olivier Godin et en particulier pour le solaire thermique. C'est que c'est des retours premiers qu'on a de nos installateurs, parce qu'évidemment depuis hier on n'a pas pu faire un tour exhaustif, mais des premiers retours qu'on a de nos installateurs, globalement c'est dans ces 9e et 10e déciles qu'on va trouver les investissements en solaire thermique, puisque c'est plus capitalistique à l'investissement que d'autres solutions qui seront moins chères et mieux aidées, comme ça a été expliqué. Bien. Pardon, allez-y. Autre point sur l'efficacité de l'aide publique, des sous du contribuable, c'est que le crédit d'impôt sur des personnes qui ont du revenu, c'est-à-dire autres que modestes et non modestes, en fait, il coûte 2 fois moins cher à la fonction publique. C'est-à-dire que pour faire une installation solaire, pour les ménages modestes et très modestes, il faut bonifier ces aides à peu près par 2, voire 3. Et du coup, comme j'imagine que la puissance publique n'a pas des budgets illimités, donc à budget constant, eh bien, préserver cette aide sur tous les foyers, eh bien, c'est aussi une façon de pouvoir faire 2 fois plus de NR, de réduction de CO2, pour le même argent disponible, même budget. Alors que si on se limite sur qu'une partie des gens, pour le même budget, on en ferait 2 fois moins. Bien, alors malheureusement, il nous reste que 4 minutes. Donc je vais essayer de vous poser... Alors d'abord, ce que je crois comprendre dans votre critique sur le RT 2012. Vous dites qu'il y a eu une chute du solaire thermique, car dans le neuf, on s'est isolé avec du chauffage traditionnel. En d'autres termes, on fait des économies d'énergie, mais ce n'est pas forcément bon pour le CO2. Parce qu'on se chauffe on peut se chauffer par exemple avec du fioul. C'est ça que vous... Donc en creux, parce que souvent, on explique que dès qu'on fait des économies d'énergie, c'est bon pour le CO2. Et là, on tombe peut-être sur un cas intéressant. C'est-à-dire qu'on peut mettre de l'argent pour faire des économies d'énergie, mais en même temps, ça n'a pas forcément un impact massif sur le CO2. Est-ce que l'un des arguments de votre filière, c'est pas justement que vous avez effectivement un impact sur la lutte contre le réchauffement climatique? Et qu'est-ce que vous pensez du coup de cette ambivalence qu'il peut y avoir des fois dans le bâtiment sur la notion d'économie d'énergie versus le fait d'avoir un objectif carbone? Alors, je partage tout à fait votre point de vue. Il faut toujours avoir l'objectif carbone en tête. Par contre, il ne faut pas non plus oublier qu'un chauffage électrique est très carboné. C'est-à-dire que malheureusement, le réseau en France est saturé et qu'aujourd'hui, toute
rajout de chauffage à base d'effet Joule, c'est de l'électricité importée. Et pour bien comprendre l'impact que ça a, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on rajoute une pompe à chaleur aérothermie, son COP est relativement faible pendant les pics de froid. Et comme on importe de l'électricité très carbonée pour le coup, on a ce coefficient de transformation de 3. Le COP des pompes à chaleur étant entre 1 et 2 à ce moment-là, parce que soit elles ont une résistance électrique quand il fait très froid, parce qu'elles plafonnent à une certaine température, soit parce qu'il fait froid et leur COP est plus faible. Et donc on peut consommer 2 à 3 fois plus de CO2 avec une pompe à chaleur que si on avait une chaudière fuel chez soi. Mais quand vous dites électricité importée, c'est par exemple d'Allemagne, c'est ça? Sauf que là-bas, vous avez plutôt de l'électricité qui est faite avec les éoliennes. Pourquoi dites-vous qu'elle est carbonée, cette électricité? À cause de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il y a autant de pompes à chaleur en France que dans le reste de l'Europe. Et cette spécificité française fait qu'on a une saisonnalité extrêmement forte en France, et donc on est obligé d'importer de l'énergie, sauf que ce que l'on importe, c'est-à-dire que le nombre d'éoliennes, il ne va pas bouger entre l'été et l'hiver, c'est le même. Les barrages hydroélectriques, le photovoltaïque, tout ça c'est pareil. Le central nucléaire, c'est pareil. Leur nombre est constant. Et elles marchent tout le temps, c'est-à-dire qu'on ne les arrête pas. Donc en fait, les centrales nucléaires font la baseline, le photovoltaïque, l'éolien fait la baseline, et donc tout ce qu'on vient rajouter de plus l'hiver, c'est importé. Et donc c'est très carboné. Donc finalement, si demain il n'y a plus de charbon en Allemagne, votre argument contre le chauffage électrique s'écroule. Si demain il n'y a que des... Si demain parce qu'on a reçu des gens qui nous disent... Le charbon est à 35% du mix. Ils veulent porter l'éolien à 50, ou je ne sais plus quel pourcentage. Donc du coup, on n'importera que de l'électricité décarbonée. Donc du coup, ça inciterait plutôt à garder le chauffage électrique, puisque l'Europe s'électrifie. C'est l'inverse. C'est-à-dire que lorsqu'on met des moyens de production, par exemple l'éolien, sa production elle est à peu près constante chaque mois. Donc c'est aberrant de vouloir chauffer avec de l'électrique, qui lui va surconsommer que quelques mois dans l'année. Il ne peut pas être couvert par des moyens constants, comme le nucléaire, comme l'éolien. L'éolien, c'est pas constant, c'est intermittent. Oui, mais si on raisonne à l'échelle de la semaine ou du mois, ça devient constant. Et du coup, on peut très bien imaginer des solutions pour couvrir nos besoins électriques hors chauffage avec de l'éolien ou du nucléaire. Ils ont les mêmes problématiques. C'est-à-dire que leur production, à l'échelle d'un mois, elle est constante. Et tout ce qu'on va faire en chauffage électrique, où là on va rajouter un pic sur quelques mois, ne peut pas être couvert par ces moyens-là. Sauf à créer des stockages, des choses qui coûteraient des fortunes. J'achète votre argument sur la pointe. Par contre, votre argument sur le fait que vous ayez toujours une base pour l'éolien, je suis moins certain de l'argument. Ensuite... comment expliquez-vous donc? En fait, vous nous dites, nous coûtons plus cher que les autres à la mise en place. Nous faisons faire des économies de CO2, nous sommes décarbonés. Nous avons une longévité plus grande. Nous avons un meilleur taux de charge, c'est ça? Taux de rendement, c'est quoi par rapport à du... Enfin, par rapport à le PV, c'est 22% de production. Alors parce que vous chauffez de l'eau. Donc, quel est votre taux? Enfin, je ne sais pas, quelle est l'unité que vous caractérisez que vous utilisez pour le taux de rendement, je dirais, des capteurs solaires? Alors, il y en a deux. On peut parler de rendement. Donc, le rendement du solaire thermique est aux alentours des 70%, comparé aux 20% du photovoltaïque, ce qui génère sur une année des kilowattheures produits en moyenne 3 fois supérieurs. D'accord. Donc, investissement plus élevé que les autres, économie de CO2, longévité plus grande, meilleur taux de charge. J'ai cru que vous me parliez du nucléaire, mais non, vous me parlez du solaire thermique. Comment expliquez-vous que du coup, avec autant d'atouts, la PPE ne nous ait pas ouvert grand les bras et on n'ait pas fait du solaire thermique, je dirais, le premier poste de dépense? Nous avons reçu, parce que c'est intéressant, parce que je connais d'autres postes de dépenses de l'État où l'investissement est très élevé, on ne crée pas d'emploi en France, ça n'a pas forcément d'impact sur le CO2, la longévité est moins importante et le taux de rendement est plus bas. Et pourtant, vous avez des dizaines de milliards d'euros qui sont déversés. Comment expliquez-vous le fait que
finalement, le solaire thermique ne soit pas une cause importante dans notre pays? Alors, la PPE a donné de l'ambition au solaire thermique en termes de volume affiché, ça c'est clair. Maintenant, comme on n'est pas comme dans le marché de l'électricité sur un marché avec des tarifs d'achat ou avec un marché avec des appels d'offres, on est sur de l'initiative plutôt individuelle. On a résumé dans la présentation les impacts bénéfiques que peuvent avoir les incitatifs économiques et où, quand ils sont absents, les impacts négatifs sur la filière, que ce soit économique ou technique, on a parlé RT 2012 également. Ce qui s'est passé, c'est que dans la PPE, dans la première version de la PPE, il y a énormément de volumes annoncés ou de volumes prévus, mais il n'y a pas eu les moyens mis en face en termes d'incitatifs pour passer ce cap et arriver au volume prévu par la PPE. Combien ça coûte? Aujourd'hui, si je prends, on va dire, chaudière à fioul, je disais, moi, État, je veux que demain, toutes les chaudières à fioul, on les remplace par du solaire thermique. Est-ce que vous avez une idée du nombre de foyers concernés? Alors il faudrait actualiser, parce qu'en ce moment, il va se faire 1 million de packs pour changer les chaudières fuel. Donc je ne sais plus combien il en restera d'un mois à l'autre. Donc il faudrait actualiser les chiffres. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que les objectifs pour le solaire thermique ont toujours été relativement ambitieux. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de la puissance publique de développer le solaire thermique. Les raisons que l'on voit là, le solaire thermique a été, je pense, pénalisé involontairement par tout ce que l'on voit là. Le droit à surconsommer, ce n'était pas prévu initialement, mais ça a eu un impact très lourd. Le crédit d'impôt qui était passé à 15 avec le bouquet de travaux, je ne pense pas que les personnes dans le bureau qui ont conçu aient pensé au ticket d'entrée. C'est une affaire de lobby, mais combien coûte, je reviens à ma question, si je voulais changer 1 million de chaudières à fioul, les remplacer par des installations de solaire thermique, ça revient combien l'unité de solaire thermique? Je crois que vous avez donné une unité à 39 000 euros, non, c'est ça? Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, ce qu'il faut parler, si on compare par rapport à une pompe à chaleur double service, pour faire le chauffage et l'eau chaude, parce qu'on remplace une chaudière fuel, il faut bien faire les deux, c'est à peu près 8-9 000 euros. Un chauffage solaire, ça varie entre 10 et 15 000 euros. D'accord. Donc en fait, le différentiel n'est pas si important. D'accord. Donc ça coûte 15 000 euros, c'est ça? Imaginons le maximum. Si je voulais changer 1 million, ça ferait 15 000 millions. Ça ferait 15 milliards, c'est ça? Je ne me trompe pas. Sachant que dans le même temps, la France dépense 4-5 milliards d'euros par an minimum pour le financement des énergies renouvelables. Donc en fait, si sur 10 ans, je prenais, allez, on va dire 15 ans, 1 milliard sur ces 5 milliards, j'arriverais à payer à 1 million de Français intégralement, je dirais, sans qu'ils aient rien à débourser du solaire thermique. Bon, même si, évidemment, on ne le ferait pas sous cette forme-là, puisque je suppose qu'il y aurait une forme d'autre, donc le coût serait moindre. Donc on voit bien que les moyens, ils peuvent exister si on veut, je dirais, si on voulait doper la filière qui produit des emplois. Mais vous faites du lobbying. Je suppose que quand on a, par exemple, le CITE, quand il est passé en 2014 à 15%, je suppose que vous êtes allé voir le ministère en disant « nous, ça va nous tuer ». Ou est-ce que vous ne l'avez pas vu? Est-ce que quand il y a eu le crédit d'impôt sur la pause, est-ce que vous avez dit au ministère « attention, nous, si vous n'incluez pas la pause, ça va nous handicaper ». Est-ce que ces éléments-là, vous vous en êtes rendu compte après? Ou alors vous n'avez pas été au courant? Ou est-ce que vous l'avez dit avant et vous n'avez pas été écouté? Alors, il y a plusieurs questions. Pour reprendre sur les montants d'investissement, c'est pas tant le montant qui est important, c'est pas les 1 000 euros ou 5 000 euros de plus par matériel qui est important, c'est de vraiment comprendre l'intérêt d'où placer l'argent de la puissance publique. C'est-à-dire que l'énorme avantage sur le solaire thermique, c'est que, comme vous l'avez vu dans le slide, 1 euro investi en rapporte 2 à 4. Et donc, pourquoi? Parce que la France, elle n'importe pas de pompe à chaleur.
La France, elle n'importe pas de solaire thermique, alors qu'elle importe des pompes à chaleur. Et en électricité, ça nous oblige à importer de l'électrique. Donc en fait, c'est beaucoup plus intéressant pour l'État d'aider le solaire thermique. Ça, monsieur, je l'ai compris. Mais comme j'ai le temps qui truc, je vous ai posé une question pour savoir si vous l'aviez dit avant et vous n'avez pas été entendu, ou vous l'avez appris trop tard, pour savoir comment on a été arrivé à vous faire handicaper. J'ai compris votre argument sur le fait que s'il y avait l'impact d'emploi, que ce serait intéressant pour l'État. La vision théorique, j'ai très bien compris. Très concrètement, pourquoi? Je pense que c'est le rapport de puissance des lobbies en face. C'est-à-dire que le solaire thermique, aujourd'hui, c'est le parent pauvre, puisqu'on représente 10 millions d'euros d'aide, pour chiffrer en aide. C'est rien du tout par rapport aux 5 milliards que vous évoquez. Et à chaque fois qu'on discute face aux autres lobbies, eh bien, quand on vient voir par exemple pour la RT 2012, eh bien, on m'a toujours dit c'est pas la priorité, c'est pas la priorité, c'est pas la priorité, et on verra ça après. Eh ben voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Et nous allons passer tout de suite à l'audition qui suit du plan bâtiment durable.